Le bâton de théâtre pour faire tac 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 tac. Et j'avais pensé amener un gong, mais voilà, j'ai oublié, donc le signal. Donc je vais vous parler un petit peu du contenu du livre. Voilà, donc merci à vous d'être là, hein, déjà, hein, ça c'est très précieux, hein, le soutien. Et puis merci à Marco, Géru et à Marie qui tiennent la librairie Le Livre en Pente. Donc, alors Marie s'occupe des enfants, mais je la remercie puisque c'est elle qui a été dans les premiers relecteurs de l'essai, à une époque où c'était encore balbutiant. Hein. J'ai vraiment aucune certitude d'être édité. Donc c'est un essai, donc c'est déjà pas un roman, hein, donc c'est déjà un lectorat un peu particulier. Et mon ambition, c'est quand même un livre qui soit facile à lire, qui soit grand public. Alors mon collègue Christian Haro, qui est dans la même, je lui fais sa pub aussi, donc qui a écrit ça, Survivre au futur en 2018. Il explique voilà que par rapport à la société dans laquelle on est, on pourrait avoir deux mouvements qui sont monter une communauté ou une colonie au sens noble du terme, c'est-à-dire s'en aller de la ville et créer un collectif, ce que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui font, ou faire travail de conversion. Conversion, c'est-à-dire revoir un peu son mode de pensée ou sa perception de la société. Donc c'est vrai que je vais expliquer un peu le mouvement en fait que j'ai suivi moi-même. J'ai donc rencontré Sylvie il y a une dizaine d'années. On a eu un enfant donc il y a 8 ans qui est en train de jouer là. Et en gros, donc, comment dire, dans une autre vie, j'étais plutôt effectivement plutôt militant pour la décroissance dans les années 2004-2005. J'avais fait la marche pour la décroissance en 2005. Et donc j'étais assez, un peu au fait d'idées que je considérais un peu novatrices, on pourrait dire. Et puis là, en gros, j'avais décroché complètement. Hein. On peut dire que avoir un enfant, on n'a plus trop de vie sociale. Donc j'avais, vers 2015, j'avais quand même bien envie de raccrocher un peu sur le domaine des idées, de la façon dont on peut percevoir la société. Et puis c'est vrai que ça changeait à toute vitesse. Donc c'était un peu ça le point de départ de ma motivation. Et puis un peu le déclencheur, c'était aussi le fait de croiser une pub. Donc moi évidemment j'avais fait partie des mouvements anti-publicitaires aussi dans les années 2000. Croiser une pub qui s'appelait On n'arrête pas le progrès, on l'accélère, qui était une pub pour SFR en 2015. Là, je me dis quand même là il charrie un peu, c'est quoi cette affaire? Donc c'est un peu le point de départ de ma réflexion. Qu'est-ce que c'est que le progrès? Alors, excusez-moi, j'ai rangé mes petits bouquins de l'autre côté, je vais les chercher. Pardon. Hop. Voilà. Donc j'ai regardé un petit peu tout ce qui pouvait exister, parce que dans mon idée évidemment c'était de faire une critique du progrès. Mais pas facile pour quelqu'un qui n'est ni sociologue, ni philosophe, ni je sais pas quoi. Hein, je suis pas thésard quoi. Hein, donc voilà, donc c'était dans l'idée aussi d'avoir un peu retrouver un peu le point de vue du gentilhomme, comme on dirait, c'est-à-dire quelqu'un qui peut te parler un petit peu tous les domaines, avec évidemment le risque de dire beaucoup de bêtises. Donc il fallait quand même étayer mes arguments. Alors j'ai trouvé un premier bouquin qui s'appelle Peut-on encore croire au progrès de Dominique Bourg, qui vient de se présenter aux Européennes. Donc on pourrait dire sans forcément les avoir lus, le titre, on peut se dire le progrès, ça a à faire avec la croyance. Et puis en poussant un petit peu par la suite, on a le bouquin de Jean-Claude Michéa, Le complexe d'Orphée, La gauche, les gens ordinaires et la religion du progrès. Là, les choses sont annoncées, le progrès est une religion. Donc effectivement, on peut déjà partir du point de vue que la technologie, le progrès est une forme de religion, mais malheureusement une religion qui ne relie pas, hein, qui laisse les gens un peu isolés.
comme disait Raoul Vaneigem, ou Pasolini aussi, là on a parlé, là, je l'ai sous la main, Eric Corsair, dans les années 70, tous isolés ensemble, hein, dans les grandes bars, les lotissements, enfin les tours, etc. J'ai trouvé d'autres bouquins de Pascal Chabot, donc là qui est philosophe, Après le progrès. Donc, ça veut dire qu'en gros, c'est quelque chose, peut-être qu'on a passé une page, hein, le progrès est quelque chose d'un peu daté. L'âge des transitions, donc là c'est aussi tout un mouvement. Après la décroissance, on a parlé beaucoup des villes en transition, transition towns, qui sont partis en Angleterre, qui sont partis de l'Angleterre du Sud. Donc ça c'est sans doute très intéressant, les transitions, parce que c'est concret, c'est par exemple les jardins partagés. Hein, donc c'est pas forcément politique, ça peut faire venir des gens qui sont de tous bords politiques, qui ne sont pas forcément militants. Et un dernier bouquin qui s'appelle Sauver le progrès, de Peter Wegner, donc traduit de l'américain. Ça veut dire qu'en gros, c'est une valeur qui est sans doute en train de disparaître, enfin de s'effondrer, dans le domaine de la pensée. Hein. Elle est toujours très présente dans la pub et dans le milieu politique ou technologique. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à garder de l'idée. Qu'est-ce qu'on peut sauver de cette histoire ? On pourrait penser effectivement, l'espoir, par exemple, hein, la foi en l'avenir ou la foi en l'humain. Voilà. Donc, pour revenir à mon bouquin, alors il y a une petite. Ah oui, je suis parti de La vie sur Terre. Donc il y a un livre très poétique qui est, assez difficile à lire pour le coup. Hein. C'est un style très littéraire. Donc c'est un gars, donc il est en 2008. Hein. Baudouin de Bonina, il regarde par la fenêtre, il médite et puis ensuite il va écrire. Voilà ce qui lui vient. Et en gros, donc par exemple, il explique effectivement, il parle 2-3 fois de l'ascenseur en disant on n'est pas le même en arrivant au 13e étage en ayant pris l'ascenseur ou en ayant pris l'escalier. On n'est pas dans la même disposition. On n'a peut-être même pas fait gaffe qu'on avait pris l'ascenseur. C'est mécanique, on le fait machinalement. Donc c'est évidemment une critique assez virulente de notre société d'aujourd'hui et poétique. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire un essai qui reste quand même, on va dire le troisième. Il y a 3 parties. Hein. Donc le troisième, la troisième partie qui est, j'essaie de retrouver dans le sommaire comment ça s'intitule. Donc le progrès tout simplement. L'individu face au progrès, la genèse, donc j'explique un peu d'où vient ce concept, hein, Descartes, etc. Et puis en quoi il est incohérent. Donc je me suis dit, ça c'est la partie un peu théorique à la fin. Et puis je vais amener le lecteur avec des choses plus faciles. Donc le premier chapitre, c'est une enquête policière, l'affaire Bilal, donc le décès d'un petit garçon de 4 ans dans un accident, donc dans une cage d'ascenseur qui n'était pas a priori entretenue, a priori en travaux, enfin en panne, dans un quartier HLM de Strasbourg, dans une banlieue ouvrière de Strasbourg, d'où le titre « Panne d'ascenseur dans le social ». Donc cette enquête elle est intéressante parce que elle pose tout un tas de problèmes. En gros finalement le progrès, ok, peut-être ça fonctionne sur papier, mais que dans la réalité en gros ça ne fonctionne pas là où l'économie se retire. Hein, donc dans les quartiers pauvres évidemment l'économie est moins puissante, moins forte. Et donc en gros on pourrait dire les bailleurs sociaux font des choix, des arbitrages. Ils préfèrent peut-être faire, investir sur les trucs qui se voient, les pelouses, les façades, et puis on oublie des équipements qui sont quand même complexes, coûteux, qui doivent être rénovés tous les 25 ans à peu près. Voilà, donc les ascenseurs installés dans les années 50, on est en 2002, en gros l'ascenseur il a 50 ans, il aurait déjà dû être renouvelé 2 fois. Et évidemment il est toujours en place à l'époque, hein, donc... Bon voilà, je passe un peu du coq à l'âne, j'ai découvert les bars Calisté, je crois, à Marseille, où les ascenseurs sont restés en panne pendant 3 ans. Donc on voit bien, hein, c'est des quartiers très pauvres dans les quartiers nord de Marseille. 3 inventions qui sont datées de la même époque, des années 70, du progrès entre guillemets, les ascenseurs, le vide-ordures et le chauffage central.
Alors, c'est sûr que j'aurais pris le vide ordure ou le chauffage central, ça aurait été sûrement moins intéressant. Donc j'ai pris l'ascenseur, hein, c'est pas mal. C'est plus large. Et donc dans cette enquête, en fait, bon, j'ai regardé, j'étais assez, comment dire, je me suis dit, bon, je fais une enquête un peu dans mon fauteuil, tranquille. Je vais pas faire comme, enfin, j'ai pas les moyens déjà d'enquête, d'investigation, d'émissions de télé, hein, faites entrer l'accusé, des choses comme ça. Donc je me suis dit, depuis mon écran d'ordinateur, je regarde sur internet et je glane, j'étais en 2015, donc déjà 13 ans plus tard, tout ce que je peux trouver concernant cette affaire. Et en fouillant de plus en plus, en étant évidemment dans diverses sources, des sites militants, de la presse grand public ou de la presse économique, etc. Bon, bah, j'ai finalement découvert qu'il y avait un peu quand même des choses pas très claires, un peu sombres. Et notamment le comportement de l'époque de Pujadas, hein, ça avait fait la une, hein, le 20h, on en avait parlé 3 fois dans la semaine. Derrière cette affaire, il y avait donc, évidemment, ça mettait en cause, on voyait bien que cet ascenseur n'était pas entretenu. Donc ça mettait en cause l'organisme de tutelle des HLM, l'Office national des HLM. Et puis derrière tout ça, il y avait sans doute le lobby des ascenseurs, c'est-à-dire c'est la fédération des ascenseurs. Donc ce qui est drôle, c'est que le grand public ne connaît absolument pas. Donc je fais un peu, je fais un peu le juge à charge contre les ascensoristes, hein. Voilà, ça c'est le premier chapitre, qui se lit assez bien, je pense. Et qui finalement éclaire un peu toute la société française. Ensuite, je me suis dit, bah, c'était intéressant de se poser la question de savoir est-ce que on avait effectivement besoin toujours des ascenseurs, hein, ce que nous dit la fédération, évidemment, pour la fédération des ascenseurs, les ascenseurs c'est formidable, il y en aura de plus en plus, ça rend un tas de services, etc. Bon, moi je me suis amusé évidemment à casser l'argumentaire sur la question du confort, la rapidité, la disponibilité, l'accessibilité, l'écologie, et puis il y avait 8 arguments comme ça. Finalement, mon but c'était de montrer qu'il n'y avait pas un qui tenait la route. Et en gros, on pourrait se dire l'ascenseur, en fait, c'est quoi? C'est juste du confort, hein. Donc on pourrait dire le confort ou l'effort. Il faut choisir. Hein, vous avez une situation très concrète, c'est quand vous sortez du métro dans le 7e par exemple, vous avez un escalator et un escalier. Rien ne vous oblige de prendre l'escalator, mais la plupart du temps, on voit que les gens se dirigent plus facilement sur l'escalator. Pourquoi? Parce que c'est un peu, c'est offert, là c'est gratuit, on se repose, quoi. Enfin, c'est moins coûteux évidemment physiquement que de prendre l'escalier. Donc, on pourrait se dire déjà, il y a une posture personnelle, on pourrait se dire, bon, en général, moi je prendrais plutôt l'escalier. Pourquoi? Parce que je ferai pendant ce temps-là un peu d'effort physique, et qu'au final, j'arrive avant les gens qui ont pris l'escalator. C'est-à-dire que l'argument de la vitesse ne tient pas. Ça, c'est un constat. Donc le deuxième chapitre, c'est finalement, je me suis amusé à explorer une comparaison entre l'ascenseur et l'escalier, sur tout un tas de sujets, hein. Donc par exemple, j'ai découvert, évidemment il y a des découvertes assez drôles, hein. C'est-à-dire par exemple la consommation d'un ascenseur. L'ascenseur consomme plus d'électricité à attendre que à transporter les gens. Il consomme plus à ne rien faire qu'à se déplacer. Pourquoi? Parce qu'il reste allumé en permanence. Donc il y a des tableaux d'électrique qui restent sous tension, et surtout l'éclairage. Les cabines souvent sont éclairées toute la journée. Donc on voit bien qu'il y a déjà un truc bizarre, hein. On nous parle beaucoup d'économie d'énergie, d'écologie, etc. Et qu'en fait on voit bien que les ascenseurs ils ont été conçus dans des espèces on s'en fout, quoi, la dépense, voilà. Ça c'est un exemple parmi d'autres. Donc je suis parti, en fait, c'était assez riche parce que à partir de l'ascenseur, on est sur les questions de construction, on est sur les problématiques de quartier, donc forcément des problématiques sociales. Est-ce que, par exemple, effectivement, est-ce que les ascenseurs sont mieux entretenus dans les quartiers riches que dans les quartiers pauvres? Pas forcément. J'ai fait une espèce de petit tableau des accidents d'ascenseurs qui sont plus horribles les uns que les autres, hein, j'ai comparé ça finalement à des scènes de guerre.
Hein, donc il y a un petit chapitre, j'ai dit au lecteur, attention, le lecteur sensible, passez ce truc, parce que c'est vraiment horrible. Bon, mais ça c'est mon côté cynique hein, de psy. Et donc voilà, je suis parti un peu dans tous les sens sur cette comparaison entre escalier et ascenseur, en montrant que finalement c'est deux solutions pour le même problème, c'est-à-dire monter, et puis même qu'à la limite on pourrait se demander est-ce que c'est indispensable d'habiter aussi dans des étages, c'est-à-dire qu'on a bon alors les Romains a priori déjà avaient des problèmes d'espace, donc ils avaient un peu compressé l'espace, et on avait des immeubles de 7 étages, sans ascenseur évidemment à l'époque. Hein. Mais qu'en général, on pourrait se demander, l'humanité finalement elle a vécu très longtemps, peut-être avec un étage à tout casser, une petite échelle, et puis pas plus. Donc évidemment ici nous on est à la Croix-Rousse, hein, il y a des étages par... c'est une autre histoire. Et en fait, se dire bon que... Il y a très peu d'ascenseurs. Et il n'y a pas d'ascenseur, et on ne peut pas en installer. Et de se dire finalement que c'est une métaphore bien sûr, hein, que l'ascenseur envoie sur une direction d'une économie, qui est coûteuse, qui est complexe, il y a une industrie, donc il y a des ascensoristes qui posent, qui entretiennent, qui réparent, qui a priori devraient aussi démonter, enfin, il y a tout un circuit qui est quand même très coûteux, et que de l'autre côté, l'économie de l'escalier ne coûte rien. C'est-à-dire une fois qu'on a monté un escalier, en gros, il faut peut-être les nettoyer, enfin en gros il n'y a pas besoin de normes, de mise aux normes, de sécurité, d'entretien, etc. Bon, après, voilà, il y a tout un débat là-dessus, hein, parce que sur la dangerosité, par exemple, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup d'accidents mortels dans des escaliers, des chutes, catastrophes. Hein, donc, c'est pas si... Donc, finalement, cette comparaison, voilà, ça nous envoie sur des réflexions. Je me suis dit, finalement, c'est des choses concrètes du quotidien, tout le monde connaît, hein, c'est des situations que tout le monde connaît, et finalement, on philosophe, on pourrait se dire, à partir de choses connues. Voilà, donc après le troisième chapitre, on pourrait se dire il y a la thématique de l'automate. Et donc ça c'est sans doute une question très vaste. Il y a, alors oui, donc l'automate, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, l'humain, on pourrait penser, il y a une part d'automatisme. Hein, on a, comment dire, alors il y a une thématique sur la critique de la technologie, où on pourrait considérer que la technologie acquiert une autonomie et vit indépendamment de nous. Hein, donc finalement, des fois, c'est vrai qu'on se retrouve dans des situations où on a l'impression que c'est les machines qui pilotent. Hein, ça, c'était un peu la thématique de Matrix. Les humains contre les machines, c'est les machines qui ont pris la domination, et des fois, on se dit, tiens, dans la réalité, on est des fois pas très loin. Mais en même temps, la technologie, elle est de notre prolongement. Hein. Il y en a qui sont venus avec des trottinettes, les trottinettes électriques là, qui fleurissent. Bon, c'est pas forcément une mauvaise chose, quoi. Hein. C'est le prolongement de nos mains, de nos jambes. Donc on va pas non plus tout mettre à la benne. Enfin, voilà. Et par contre, il y a quand même une question sur l'automatisme qu'on retrouve par exemple sur Amazon, sur toutes les GAFA, hein, c'est-à-dire vous cliquez sur Internet, et puis derrière, il y a toute une chaîne automatique de process que vous ne voyez pas, avec des gars qui triment dans des ateliers, et votre bouquin arrive ensuite par la poste, mais voilà, ça déclenche tout un tas de trucs. Dans le boulot, on voit bien, on a tous des process, des entreprises avec des process de plus en plus compliqués qui des fois sont antinomiques avec le métier. Donc une automatisation du travail, hein, la disparition du travail aussi, c'était Jeremy Rifkin hein, qui avait prophétisé ça dans les années 90. Donc tout un questionnement sur le travail, Uber, hein, tous ces aspects-là. Pour les enfants, on pourrait se dire c'est le distributeur automatique de dessins animés. Ah, c'est facile, hein, on met une demi-heure, une heure. Donc la question par exemple on se rend compte que les films, il n'y a pas vraiment d'âge minimum indiqué, hein, c'est un peu tout public en général. Hein, alors bon, peut-être que les choses évoluent un peu. Enfin, entre un gamin qui a 3 ans et un gamin qui a 8 ans, on ne va pas lui faire voir les mêmes choses. Et dans le milieu de la psychothérapie, on voit des gamins qui sont littéralement traumatisés parce qu'ils ont vu des trucs qui n'étaient pas de leur âge avec leurs grands frères ou leurs grandes sœurs qui ont 10 ans de plus. Donc c'est aussi un problème de société, hein, donc la consommation des images, l'exposition des enfants aux images, et finalement cet aspect un peu automatique
on n'est pas en train de discuter avec les petits, de lire, de faire d'autres choses. Donc il y a aussi un questionnement sur comment garder un équilibre là-dessus. Voilà, et puis peut-être aussi l'autiste, hein, dans l'automate et l'autiste, il y a quelque chose de proche. Je pense qu'on est tous un petit peu autistes. Donc bon voilà, et puis c'est vrai que l'autisme c'est quand même aussi une forme de... C'est quelque chose qui s'est développé, c'est un vrai problème de santé publique, hein, c'est quelque chose qui s'est, je crois, décuplé en une vingtaine d'années. Donc c'est notre humanité qui peut-être aussi évolue, hein, donc on doit en tenir compte, faire avec. Donc voilà, donc je redonne un peu le thème, hein, donc premier chapitre, une enquête, l'affaire Bilal, la loi d'Eurobien, donc ça une enquête policière. Le deuxième chapitre va comment dire, passionner toutes les personnes qui sont dans des copropriétés sur des questions voilà, de mise aux normes, etc. Vous avez sûrement vu passer. Et le troisième chapitre, le progrès, où voilà, je resserre plus sur le sujet du progrès lui-même. Voilà, merci de votre attention. Merci. À lire, bien sûr. Évidemment, donc, je compte sur vous, c'est le point de départ. Hein. Aujourd'hui, c'est la première présentation. Le livre est sorti il y a 15 jours, donc chez Libre et Solidaire, qui est une petite maison d'édition parisienne, qui doit avoir, je sais pas, quelques centaines de références, entre autres d'autres références, alors, évidemment beaucoup dans le domaine social, mais aussi sur le vin. Et donc je compte sur vous évidemment pour faire la promotion du livre autour de vous, hein, parce que c'est tout un... Je découvre en même temps le milieu d'édition, c'est assez drôle. Et voilà, c'est pas gagné quoi. Hein. La rentrée prochaine, il y a 500 romans qui arrivent. Donc voilà, les bouquins sont noyés, hein, mais en même temps, on pourrait dire il y a beaucoup de lecteurs. Voilà, merci à vous. Donc on a prévu, vous pouvez vous dédicacer le livre, et puis on a prévu de quoi se sustenter, boire et grignoter. Il y a un petit verre qui vous est proposé dehors. Voilà. Dehors, ce sera aussi bien. Merci Seb. Je finis par un gros plan.